Pour être un modèle dans la société africaine, il nous faut avoir certaines capacités. Business Matin aujourd'hui a pour invité Mademoiselle Yakwame Inès, qui est chercheure au think tank Institut AIS, également doctorante en sociologie. Elle nous donnera toutes les informations nécessaires sur une bonne émergence personnelle ou collective. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Pour ce faire, votre institut a élaboré 10 commandements. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ok, je vous dis merci pour l'invitation sur votre plateau pour échanger sur les 10 commandements qui sont pour nous, sinon selon l'Institut think tank AIAS, un code de conduite pour aboutir à une émergence. Donc vous disiez tout à l'heure que l'émergence est vraiment capitale dans la mesure où le gouvernement, nos dirigeants en font leur leitmotiv. Voilà, leur leitmotiv. Donc en ce sens, nous avons conçu donc ces comportements à adopter qui constituent un code de conduite, une manière de faire, une manière d'agir, une manière de penser pour pouvoir emmener l'émergence. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte dans lequel vous avez donc conçu ces 10 commandements qui ne viennent pas de la Bible, mais plutôt de l'Institut AIAS? Non. Oui, 10 commandements parce que nous disons que c'est vraiment une obligation morale, un devoir moral pour tout Ivoirien désireux désirer d'émerger, de pouvoir vraiment s'approprier ces comportements, ces manières de faire pour appeler l'émergence. Donc, pour répondre à votre question, l'idée de concevoir ces 10 commandements nous est venue donc du fait que nous appelons tous de tous nos voeux l'émergence. Donc, nous avons, lors d'une réunion, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas, nous allons mettre en place quelque chose qui pourrait vraiment aider tout Ivoirien à pouvoir prendre ce chemin de l'émergence. Donc, les idées sont venues de partout, pêle-mêle. Donc, nous les avons rassemblés. C'est ce qui donne les 10 commandements d'un Ivoirien modèle en 2015. Voilà. Un Ivoirien modèle en 2015, mais surtout pour l'économie de Côte d'Ivoire spécialement, et pourquoi pas pour l'économie africaine? Non, d'abord pour l'économie de Côte d'Ivoire parce que il faut bien commencer quelque part pour être un modèle. Peut-être que lorsque chaque Ivoirien se serait approprié ces comportements, lorsque nous observons, il nous viendrait d'observer donc ces comportements dans la vie quotidienne de chaque Ivoirien. Peut-être qu'après ça pourra faire école dans d'autres pays en Afrique. Sinon, pour le moment, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la société ivoirienne. Voilà, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Voilà, alors, merci. On va parler maintenant des 10 commandements. Alors, le premier commandement, on dira donc, c'est la ponctualité. Mais pourquoi? Pourquoi la ponctualité comme premier commandement? Et pourquoi pas en deuxième position, en troisième, mais pourquoi en premier commandement? En premier commandement, parce qu'on a tendance à entendre ici et là, quand on vient par exemple en retard à une réunion ou à une cérémonie quelconque, on se dit c'est l'heure africaine, donc on a tendance à banaliser ce manque de ponctualité. Alors que vous conviendrez avec moi que une minute de perdu, déjà le fait qu'on mette en retard quelqu'un, ça met aussi en retard, ça devient une chaîne, donc ça débouche sur une série d'échecs.
Donc, on se dit qu'il faut y remédier le plus rapidement possible pour un pays qui veut vraiment émerger. Il faut mettre les bouchées doubles. Voilà, il faut remédier à ce fait-là. Voilà. Alors, mais est-ce que vous êtes sûr que parmi les Ivoiriens, les Africains en général, nous connaissons, on va dire ça comme ça, vous êtes sûr que les 10 commandements et surtout le premier commandement qui est la ponctualité sera respecté? Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que ce soit respecté? Oui, nous savons que tout le monde a quand même une conscience quelque part. On se dit qu'il faut bien faire les choses. Et bien faire les choses commence par de petites choses en griffe, parce que la ponctualité peut-être peut paraître une petite chose, mais comme je le disais tout à l'heure, et vous-même vous l'avez si bien signifié, ça c'est comme ça va en boule de neige, parce que déjà le fait que moi j'arrive en retard à une réunion, ça met déjà en retard la personne qui doit me recevoir. Et si elle aussi, elle a quelque chose d'autre à faire, vous voyez la chaîne sur laquelle cela débouche. Donc, il faut vraiment remédier à ça. Il faut vraiment que l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien qui se veut émergent, vraiment puisse s'approprier la ponctualité. C'est vraiment important. Et je pense que même le chef de l'État en a fait un leitmotiv dans son travail, dans ses manières de faire, parce que je pense qu'il a lui aussi, on va dire, une sorte d'obligation, donc il le communique aux membres du gouvernement de telle sorte que nous voyons que tout le monde a obligation d'arriver tôt. Donc, ça vient de la tête. Il faut que tout le monde prenne le pas. Il faut que chacun vraiment s'imprègne de ça et on fasse son cheval de bataille, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, vous avez également la politesse. Est-ce qu'on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, en matière d'économie et tout, les gens ne sont pas polis? Ouais. Avant d'en arriver à la politesse, vous aviez dit tout à l'heure comment est-ce qu'on pourrait faire pour que cette ponctualité soit respectée. Tout à l'heure, il faut, je pense que les slogans, on en a déjà eu, mais il faut beaucoup communiquer aussi. Il faut beaucoup communiquer, il faut être soi-même modèle. Il faut être soi-même modèle pour son environnement, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau de la famille. Il faut être modèle. Donc voilà, c'est ce que nous préconisons. Maintenant, la politesse, oui, la politesse aussi, parce qu'on se croit plus grand ou plus puissant que l'autre, on voudrait bien la servir, on voudrait bien l'opprimer. Non, il faut pouvoir respecter autrui. Voilà. Voilà, comme autre commandement, vous avez également l'éco-citoyenneté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Donc, l'éco-citoyenneté, c'est vraiment, ça fait appel au respect de son cadre de vie. Ne pas jeter... Mais pas que le cadre de vie, également le cadre du travail. Oui, le cadre de vie, quand je dis le cadre de vie, que ce soit dans la vie familiale comme dans la vie professionnelle, c'est vraiment son cadre de vie immédiat, son travail, son école, là où nous nous trouvons. C'est vraiment notre cadre de vie. Même la rue est un cadre de vie. Donc, tout ça, il faut vraiment en prendre soin. Il faut vraiment en prendre soin, ne pas vraiment... Il faut être regardant sur un certain nombre de choses. Il ne faut pas polluer son environnement, tout simplement. Il ne faut pas polluer son environnement. Voilà. Voilà, on ne pollue pas son environnement et j'espère que vous avez bien compris le message. Si, on le respecte. Nous allons ensuite pour l'éco-responsabilité. Alors, c'est la responsabilité écologique. On va dire, l'éco-responsabilité, c'est un peu... ça rentre un peu dans le cadre de l'éco-citoyenneté, sauf que là, ça fait plus appel à nos amis qui fument, parce que je pense bien que, et tout le monde le sait, qu'il y a eu un décret qui a été pris là-dessus sur ces personnes-là qui s'adonnent à cette pratique. Il ne faut pas fumer parce que c'est très toxique, ça rend malade.
Donc, il faut pouvoir vraiment, quand on fume, respecter l'autre, parce que c'est la fumée qui sort qui est toxique. Donc, quand vous la transmettez, vous transmettez aussi des maladies autour de vous. Donc, il faut pouvoir vraiment respecter, comme on l'a dit, son environnement, respecter les autres, parce que son environnement, ce n'est pas seulement la nature, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est aussi l'homme. Voilà, c'est aussi son prochain qui est là. Donc, il faut pouvoir respecter tout ce monde-là. Voilà. D'accord. Alors, on a également le travail. Donc, on mettra le travail et l'efficacité ensemble. Si, si. Parce que j'estime que c'est quand même familier. Oui, oui, mais faisant partie de notre devise nationale, union, discipline, travail, on peut dire que le travail et l'efficacité entrent en ligne de compte et dans la discipline et dans le travail. Il faut se donner une discipline, une rigueur pour pouvoir être productif, pour pouvoir être proactif dans son milieu, dans son cadre professionnel. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve de rigueur avec soi-même, faire preuve de rigueur, voilà, et travailler. Voilà. Alors, vous nous parlez également de la valorisation du corps, oui. du respect de l'autorité, de la dénonciation utile et de l'intégrité. Oui. Mais nous allons quand même revenir sur la dénonciation utile. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, la dénonciation utile, vous savez, une fois, j'étais avec quelqu'un, on était dans un groupe, et là, il y a un monsieur qui, après avoir fini de consommer un fruit, a jeté les restes sur la voie bitumée, comme ça, de façon désinvolte. Voilà. Il a jeté les restes donc, du fruit. Et donc, moi, je l'ai interpellé sur le champ. Je lui ai dit, ah, mais monsieur, on ne peut pas se comporter de cette manière, parce que c'est vrai que nos dirigeants ont à eux de pouvoir prendre certaines soin, mesures. Voilà, certaines mesures pour protéger, pour permettre que l'environnement ne soit pas pollué. Mais là encore, quand vous, sur une voie bitumée qui est en griffe, assez jolie comme ça, et vous, de façon désinvolte, là, vous venez jeter les restes du fruit que vous venez de consommer. Pourquoi ne pas le garder dans peut-être le sachet dans lequel vous avez mis le fruit, et puis bon, après trouver une poubelle et puis jeter cela dedans carrément. Bon, je lui ai fait savoir, j'ai dit oui, madame, vous avez raison. Donc c'est ça l'interpellation, la dénonciation utile. Ce n'est pas une forme de dénonciation pour faire savoir qu'on est... C'est pas une chasse aux sorcières. Non, c'est pas une chasse aux sorcières. Comme je le disais tout à l'heure, c'est juste pour faire comprendre à l'Ivoirien que son environnement est utile et nécessaire pour lui. Donc il faut en prendre soin. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui nous ont fait savoir que si, par exemple, dans le cas que vous venez de donner, l'exemple que vous venez de donner, si le monsieur ne jette pas les ordures, on va dire même le sol, mais les personnes qui doivent faire peut-être le ménage des routes n'auront plus de travail. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? Non, je ne suis pas sûre que ça puisse avoir véritablement un impact, parce que eux, ils ont déjà le travail de pouvoir vider les poubelles, c'est ça. Ils ont déjà, parce que les poubelles existent. C'est bien parce que les poubelles existent qu'il faut pouvoir jeter les restes de ce qu'on mange là-dedans. Donc, parce que si les poubelles n'existent plus, là, je suis d'accord que ces personnes-là n'auront plus d'emploi, mais venir comme ça de façon désinvolte, parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui sont... qui vivent de cela. Qui vivent de ça, jeter donc... Et si ces personnes-là ne sont pas là, on fait comment? Donc, il y aura un tas de pots de bananes ou bien de sachets sur les voies bitumées. Mais c'est pas citoyen. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça l'éco-citoyenneté, c'est pas citoyen. On n'aime pas son pays, on n'aime pas son environnement, donc voilà.
On n'aime pas son économie. On ne s'aime pas son économie. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Lia Kwame, de votre présence sur votre plateau. Merci de nous avoir donné donc les 10 commandements, n'est-ce pas, qui constituent en même temps les 10 points de départ pour un bon citoyen concernant l'émergence 2015. Alors, mais dites-nous en même temps, l'émergence, aujourd'hui on entend émergence, mais est-ce que c'est vraiment, c'est quelque chose de réel? Au vu de ce que nous venons de dire, et quand on observe un peu le comportement des uns et des autres, à commencer par nous-mêmes, je ne suis pas sûre que l'émergence soit vraiment, on en parle, on entend, oui, il faut émerger, oui, l'émergence, mais dans nos manières de faire, dans nos manières d'agir et de penser, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, il faut s'approprier donc ces 10 commandements, comme je le disais tout à l'heure. Il faut s'approprier ces comportements pour pouvoir vraiment émerger de façon concrète et de façon durable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, si nous cherchons donc ces 10 commandements, où est-ce que nous pouvons les trouver? Alors, vous pouvez les trouver sur le site du Think Tank Institut AIAS. C'est au www.institut-aias.org. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Lia Kwame. Nous allons continuer Business Matin avec Alex Mokhtar. Lui, il vient toujours nous donner, on va dire, pas des 10 commandements, il ne vient pas avec 10 commandements, mais plutôt avec des informations innovantes et novatrices en Afrique. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin. C'est l'heure de Panorama et nous recevons pour cela Alex Mokhtar. Néanmoins, si vous voulez participer à l'émission, vous nous présentez vos différents produits, il vous suffira simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Alors, Alex Mokhtar, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Ben, encore de bonnes nouvelles, je puis me permettre de le lire. Bonjour donc à vous, Noélie, et à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Donc, en ce matin, encore une fois, sur Business 24, dans le cadre de Business Matin. Et donc, Panorama, aujourd'hui, a décidé de s'intéresser à un pays qui, petit à petit, est en train, je dirais, donc, de repartir sur le chemin du développement. Il s'agit tout simplement de l'Égypte, qui, bien sûr, a décidé de se doter d'une nouvelle capitale administrative d'ici 7 ans. C'est très bien. On vous écoute donc. Quelles sont, on va dire, les modalités pour réaliser ce si beau projet? Alors, d'ores et déjà, il faut savoir qu'il s'agit d'un projet pharaonique qui va coûter la bagatelle de 45 milliards de dollars. Et un projet pharaonique oui, dans le pays des pharaons. Voilà, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, alors, cette annonce a été faite donc récemment au cours d'une conférence économique donc, qui portait sur la relance économique de l'Égypte. Conférence du reste présidée par le président Al-Sisi lui-même et qui a vu la participation de nombreux pays et de nombreux, je dirais, bailleurs de fonds pour l'Égypte, tels les pays du Golfe, donc, qui ont promis en tout cas de venir en aide à ce pays frère-là. Alors, il faut dire que 45 milliards de dollars, c'est le coût donc va coûter, pour ainsi dire, donc cette nouvelle global de cette nouvelle capitale-là, qui verra le jour d'ici cette année. Et c'est un projet qui, bien sûr, verra émerger dans cette nouvelle capitale-là, tout simplement, de nouveaux locaux pour le gouvernement, pour les ambassades qui ont bien sûr des représentations en Égypte et de nombreuses résidences habitables, bien sûr. Voilà, on tient à le préciser, c'est une capitale administrative. Tout à fait. C'est pas la capitale du pays. Non, 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 voilà. Pas du tout. Okay. Alors, il s'agira, en tout cas, dans ce projet-là, de construire près d'1 million de nouveaux logements, tout simplement pour le confort des habitants du Caire, tout simplement. Et il faut noter que je dirais cette ville ou cette cité nouvelle-là est d'une superficie qui sera approximativement comparable à celle de Singapour. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que va représenter cette nouvelle capitale administrative. La preuve, l'aéroport de cette nouvelle capitale-là sera beaucoup plus grand en termes de capacité que celui de Heathrow à Londres, tout simplement. C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas vu les choses de façon minuscule, mais plutôt pharaonique. Voilà. Alors, tout simplement, cet aéroport de 90 km², pratiquement de superficie, sera l'un des plus grands et l'un des plus beaux du continent africain. Et cette idée-là de construire une nouvelle capitale administrative en Égypte est venue du fait que l'Égypte, après tout ce qu'elle a connu comme soubresaut il y a de cela quelques années, tout simplement, a besoin d'insuffler, je dirais, une nouvelle dynamique à son économie. Alors, lancer un tel projet, c'est une façon également d'inciter de nombreux bailleurs de fonds de partout dans le monde à revenir, bien sûr,
à investir dans le pays. Il faut dire que l'Égypte, c'était en moyenne 12 milliards de dollars d'investissement annuel venus de l'extérieur. Ce chiffre est quasiment passé à pratiquement 2 milliards de dollars aujourd'hui. Alors il faut revenir en 2015 à atteindre en tout cas les niveaux records d'investissement extérieur dans ce pays-là pour permettre aux Égyptiens tout simplement de renouer avec la croissance et puis d'aller de l'avant. Il faut aussi dire que bientôt, d'ici 5 à 7 ans, la capitale, à tout le moins d'ici 40 ans, le nombre d'habitants de l'Égypte aura quasiment doublé. Alors donc, il est important pour les autorités de prendre les devants donc, et de créer des espaces, en tout cas pour toutes ces nouvelles personnes-là qui viendront à cause du boom démographique, bien sûr, que connaîtra ce pays. Et élément important, la construction de cette nouvelle capitale-là va créer, bien sûr, quasiment 1 million d'emplois. Voilà, et donc ça ressemble plus à la politique des grands travaux. Voilà, je pense que c'est ce que l'Égypte veut faire. Tout simplement, un véritable plan Marshall, donc comme vous l'avez dit, politique des grands travaux, oui. La grande époque, tout simplement pour remettre l'Égypte au travail et pour remettre donc l'Égypte sur les rails du développement. Et l'économie à flot. L'économie, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a déjà le nom de cette capitale? On a déjà le nom? Non, pas encore, mais on sait que cette capitale sera tout simplement située entre le Caire, la ville de Suez et celle d'Aïsokna, tout simplement. Donc, c'est cette localité-là qui sera utilisée pour voir émerger donc, cette nouvelle capitale administrative. Mais il faudra encore patienter donc, pour avoir éventuellement, je dirais, le nom de cette cité administrative-là qui se situera, je dirais, aux frontières donc, de 3 villes en Égypte, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Et on vous retrouvera très bientôt pour l'inauguration donc de cette ville, de cette capitale administrative. D'ici 5 à 7 ans, oui, je l'espère. Je l'espère. On l'espère nous aussi. C'est sur donc cette belle note de fin avec Panorama, ainsi que sur cette future capitale administrative égyptienne que moi je vous dis au revoir et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. Au revoir.